Alors, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire IPRA qui est dédié au titre médiateur numérique, au nouveau titre médiateur numérique. Je constate que ma caméra ne fonctionne pas. Elle fonctionnait il y a quelques instants. On va voir si on arrive à régler ça un peu au fil de l'eau. Je vais inviter du coup Jean-Philippe Mingal à me rejoindre sur scène. Le chat, vous l'avez tous identifié déjà, qui est tout en bas à droite et donc vous êtes déjà plusieurs à l'utiliser les unes, les uns, les autres et donc n'hésitez pas par cet intermédiaire-là à poser l'ensemble de vos questions, vos remarques, vos suggestions. Ce sera une rubrique essentielle. Il y aura une petite rubrique également par laquelle il y aura quelques questions qui vous seront posées. 3 essentiellement sur ce webinaire. C'est la rubrique sondage que vous retrouverez également en bas à droite, mais les sondages s'afficheront normalement en temps et en heure. Voilà un petit peu, donc on est ravis de vous accueillir ce matin. On a à peu près une vingtaine, donc c'est super. Et donc moi, je suis Corentin Oiseux, je suis le directeur général d'IPRA et donc je vais co-animer un peu cette session avec Jean-Philippe ce matin. Je précise juste une chose avant qu'on démarre, c'est que vous recevrez de toute façon toutes et tous le replay automatiquement par mail et vous aurez de toute façon des adresses de contact pour nous, pour approfondir si nécessaire. Alors, je vous propose d'attaquer sans plus attendre. Avec au programme aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau titre médiateur numérique. Le nouveau titre pro qui vient en effet d'être restructuré, rénové il y a quelques temps et donc IPRA avait participé à cette refonte et donc on est assez content des évolutions qu'on va vous présenter aujourd'hui parce qu'elles permettent en effet d'ouvrir la médiation numérique vers d'autres horizons, de la décloisonner un petit peu de la gestion des lieux en tant que tels. Donc ça, on va vous en dire un mot. On va vous présenter la nouvelle structure du titre avec 2 blocs de compétences, un CCP1, CCP2. On vous présentera aussi un titre au répertoire spécifique qui dure moins de temps que le titre RNCP, qui s'appelle Solidarité numérique, qui vient d'être renouvelé par France Compétences et qui est aussi une alternative intéressante pour une formation courte de l'ordre de 28 heures. On vous présentera un petit peu le rythme de formation IPRA, 4 jours terrain, un jour en effet de formation. Des modalités de financement et d'inscription, évidemment, avec à la fois le CPF, l'OPCO, les aides potentielles que l'employeur peut demander si vous êtes en poste. Et évidemment, on aura quelques sondages au milieu et puis la possibilité de se livrer à quelques questions-réponses. Alors, pour commencer, peut-être déjà, on va attaquer par le titre médiateur numérique pour vous présenter un petit peu en fait, son évolution. Il a été rénové du coup l'an dernier. Il change en fait de façon assez fondamentale dans la mesure où eh bien, le bloc de compétences, enfin, on passe de 3 blocs de compétences à 2 blocs de compétences. Et en fait, l'ancien titre médiateur numérique était très, très centré sur la gestion d'un lieu physique, donc établissement public numérique, Fab Lab, etc. etc. Et donc IPRA et d'autres ont participé à la rénovation du nouveau titre et on a un petit peu décloisonné ce titre médiateur numérique pour le rendre moins dépendant de la gestion d'un lieu et plutôt concentré sur l'accompagnement humain. Et je vois que Jean-Philippe, du coup, est parvenu à nous rejoindre un petit peu sur scène. Jean-Philippe, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur, enfin toi qui as suivi aussi le sujet de près, sur un peu la rénovation de ce titre médiateur numérique? Ton micro est fermé à ce stade, je trouve. Micro fermé, ouais. Ça Voilà, va la parole est mieux à toi. là. Voilà. Bonjour à tous, désolé, j'étais sûr d'être monté sur scène, évidemment, en fait. En fait, le nouveau titre, il visait justement à s'inscrire davantage dans les réalités du métier qui est aujourd'hui celui des médiateurs numériques. Parce que le précédent, il était très axé sur une logique espace numérique, dans des lieux fixes et avec du matériel. Il fallait gérer du matériel, il fallait savoir gérer des projets, financer un espace, etc. Et puis,
ils se sont rendus compte que ce n'était pas la réalité du métier. Et du coup, l'examen non plus n'était pas adapté. Il fallait tout un matériel, il fallait faire de l'imprimante 3D, du robot, du microcontrôleur, enfin un tas de choses qui finalement appartenaient à des réalités très résiduelles. Et donc, ce nouveau titre a été rendu beaucoup plus opérationnel, articulé autour de 2 blocs, du coup, concentré à la fois sur l'accompagnement humain avec le savoir-être qui va bien, avec l'esprit de justice sociale qui va bien, et un bloc sur tout ce qui est travail en réseau et sur la partie accès au droit et accompagnement des utilisateurs et accompagnement des usagers pour la prise en main des nouvelles technologies, mais les usagers les plus éloignés du numérique. Donc avec une notion de aller vers, avec une notion d'adaptation à des situations un peu plus explicitement complexes. Donc ce nouveau titre, il est vraiment adapté à ce que vivent les médiateurs numériques sur le terrain, c'est-à-dire l'inclusion numérique avec des gens en grande difficulté et très éloignés, une notion d'urgence, parce que c'est quand même ça souvent qui se passe quand on pratique cette matière, et la notion de dématérialisation, avec notamment tout le volet démarche administrative qui fait partie du CCP2 notamment. Ce n'est pas la partie qui nous a le plus convaincu quand on a aidé, parce qu'on considère que le médiateur numérique, c'est beaucoup plus dans l'autonomisation, mais c'est vrai que la démarche administrative font partie du métier, même si évidemment, dans l'esprit, l'idée, c'est d'apprendre aux gens à le faire et de ne pas le faire à leur place. Mais toujours est-il que voilà, ça fait partie des réalités de ce métier. Parce que ce métier, où est-ce qu'on peut l'exercer On peut l'exercer dans tout un tas d'endroits, en fait. L'autonomisation des usagers, qui passe par leur acculturation, par la sécurisation de leurs usages, par le fait de faciliter justement leur démarche. Ça peut se passer évidemment dans le secteur public. Il y a des collectivités locales qui recrutent des médiateurs numériques. C'est un poste aujourd'hui où on peut très bien dire effectivement qu'il y a moins de demandes peut-être qu'à une époque, parce que les emplois aidés sont aujourd'hui en fin de cycle, etc. Mais il reste encore des demandes parce que le besoin est quand même encore extrêmement important. Il y a les structures France Service, évidemment, dans le même sens, et puis les médiathèques qui continuent, elles, à faire de la médiation numérique, de l'éducation populaire, et qui continuent à recruter des profils de médiateurs numériques en espérant tomber sur des gens, justement, dont c'est le métier avec des compétences associées. Le secteur associatif recrute aussi beaucoup. Il y a les tiers-lieux, bien sûr, les centres sociaux, très importants comme vivier d'emploi, et toutes les structures d'insertion ou des structures type Croix-Rouge ou des structures qui font vraiment de l'accompagnement des usagers dans l'autonomisation numérique et des usagers qui sont éloignés du numérique pour des raisons diverses. Et puis, il y a également le secteur privé, parce qu'il y a des entreprises qui, dans le cadre de leur démarche responsabilité sociale et environnementale, font de la médiation numérique sous toute forme. Il y a des organismes de formation, bien sûr, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais quand même, la médiation numérique peut déboucher sur de la formation professionnelle. Certes, le public n'est pas exactement le même, mais ses difficultés avec le numérique sont très, très comparables. Donc, quand on sait accompagner des gens dans le cadre de la médiation numérique, on sait faire de la formation professionnelle. C'est les mêmes leviers andragogiques et pédagogiques, c'est les mêmes leviers de savoir-être. Donc, c'est tout à fait opérationnel. Alors, parfois, il y a des contextes où on va dire que la formation pour adultes serait le titre plus adapté, mais en fait, la médiation numérique prépare aussi bien à de la pédagogie qu'à de l'accompagnement. Donc, en fin de compte, ce titre permet tout aussi bien d'être formateur dans le domaine du numérique, et Dieu sait s'il y a de la demande aujourd'hui dans les centres de formation. Par contre, il est vrai que les centres de formation ont aujourd'hui plus tendance à sous-traiter qu'à recruter en tant que tel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait le métier de médiateur numérique, un certain nombre d'entre nous se met dans le freelancing, donc un travail à son compte, soit pour faire effectivement de la formation en sous-traitance, soit pour faire du conseil aussi aux collectivités, pour les aider à structurer une démarche d'inclusion numérique, à structurer du réseau, à animer les ateliers. Ça, typiquement, c'est ce qu'apprend le titre professionnel, et c'est quelque chose de tout à fait accessible. Pour une rémunération qui est comprise entre 1 500 et 1 800 euros, ça peut être davantage en freelancing, mais en tout cas, c'est les chiffres aujourd'hui moyens qui ressortent des différentes études des 2 dernières années. Donc, ça permet voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut attendre. 1 500 euros, c'est quand même pour des gens qui débutent. Après, quand même, normalement, le salaire il est plus élevé.
et plus on a de responsabilités qui couvrent l'ensemble des compétences du titre, et plus la rémunération est amenée à évoluer. Et donc ça, effectivement, enfin, vous présentez du coup l'évolution du titre professionnel et on a beaucoup œuvré avec IPRA pour le décloisonner, on vous le disait, de la gestion d'un lieu. Et là, on vous présente plutôt, nous, notre doctrine à nous, enfin la vision IPRA du métier de médiateur numérique, comme d'un métier pivot, en fait. Et nous, c'est à ça qu'on va préparer dans le titre professionnel. C'est-à-dire que vous l'avez compris, on a beaucoup milité pour que le métier ne soit pas enfermé dans l'accès au droit et donc dans la médiation sociale. Hein. C'est-à-dire que pour ne pas être sur une vision du métier médiateur numérique à la remorque de la dématérialisation et de l'accès aux droits, et notamment aux droits sociaux pour les usagers les plus vulnérables, mais qu'on soit sur un vrai métier de capacitation, d'autonomisation et donc, Jean-Philippe le disait, d'andragogie. Andragogie qui s'oppose à la pédagogie où effectivement on enseigne nos enfants, là on enseigne nos adultes et donc il y a toute une série d'autres référentiels, d'autres postures, d'autres connaissances à avoir du point de vue de l'ancrage cognitif quand on enseigne à des adultes, y compris des adultes en situation de précarité ou alors qui ont ce sentiment d'urgence ou parfois effectivement qui n'ont pas l'habitude qui ont plus l'habitude d'apprendre. Il y a un vrai sujet là-dessus, donc éducation populaire. Et donc nous, notre approche, notre philosophie, ça a toujours été de fondre l'éducation populaire à l'intérieur d'une logique de formation professionnelle. Hein. Quand d'autres ont souvent eu tendance à opposer en fait ces deux blocs-là, nous en fait on les unifie, en fait, on les fusionne dans le sens où effectivement pour nous la posture basse de l'éducation populaire, la posture basse de la médiation numérique, c'est-à-dire se mettre au niveau de la personne, se décentrer, lui poser des questions, la guider par l'arrière plutôt que la tirer par l'avant, etc. Enfin, toute la philosophie du savoir-être IPRA, pour ceux qui sont déjà passés chez nous, qui le connaissent. Toute cette posture de savoir-être, en fait, on l'ouvre vers la formation professionnelle pour dire et pour ouvrir en fait des vrais parcours et des vraies carrières après le métier de médiateur numérique, pour dire oui, c'est pas un métier forcément qu'on a vocation à exercer pendant 10-15 ans, mais ça peut être un excellent métier pivot. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, nous en tout cas dans notre vision, et c'est ce qui se passe dans l'interne de la structure IPRA hein, avec nos propres collaborateurs, c'est qu'ils ont commencé en médiation numérique et puis après un certain temps, ils deviennent soit ingénieurs pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils viennent s'occuper plutôt de la conception des contenus, du e-learning, d'autres modalités de formation, la diversification des ressources pédagogiques, etc., etc. Ou alors carrément ils construisent des parcours pédagogiques pour répondre à des appels d'offres, pour répondre effectivement à la demande spécifique d'un client en intra, etc., etc. Et donc ça, c'est une évolution possible, mais il y en a d'autres en fait. Hein, celle de formateur professionnel, Jean-Philippe l'évoquait. Nous, on forme nos médiateurs numériques pour qu'ils soient à même d'être des formateurs professionnels dans le même geste, en fait, dans le même geste professionnel. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental puisqu'on ouvre sur un secteur qui est un secteur quand même assez important en France, qui recrute, on l'a dit, alors soit sous la forme de freelance, soit parfois sous la forme d'internalisation dans les organismes de formation. Mais ça, c'est aussi très important pour nous, pour que le métier sur lequel on forme propose une suite de parcours. Et évidemment, la force qu'on a dans le CCP2, dans le nouveau CCP2 du titre, c'est qu'on peut aussi former et ouvrir sur des postes de chefferie de projet, sur des postes de coordinateur de réseau, de pilotage territorial, etc., sur la véritable chefferie de projet, qui là aussi n'est pas un métier menacé par l'IA, si je puis dire, parce qu'il y a aussi cette question-là qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont les métiers, bien sûr, qui sont moins touchés par l'IA. La médiation numérique fait partie des métiers d'avenir, nous on reste convaincus, quel que soit le contexte des financements publics qu'on peut connaître sur les conseils numériques, nous, on reste absolument convaincus que c'est un métier d'avenir et l'actualité nous le prouve au quotidien. Et donc le titre peut aller aussi bien sur des postes de chefferie de projet ensuite de carrière, après quelques années en médiation numérique, que sur des postes de pilotage territorial, mais aussi sur des postes de conseiller formation en OPCO. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne connaissance du monde de la formation professionnelle, que vous avez évolué dans le monde de la formation professionnelle, eh bien, vous êtes tout à fait aussi en mesure de devenir conseiller formation par ailleurs. Et ça, effectivement, avec la rapidité de l'évolution du monde de la formation professionnelle, c'est aussi une évolution qui est assez intéressante et prometteuse. D'autant que on forme évidemment à faire de la veille. Donc, quand on fait de la veille, quand on prend le réflexe de faire de la veille et qu'on le systématise, eh bien, en fait, on devient performant parce que quand on l'applique à un secteur donné, eh bien, on est en capacité de se mettre à jour en permanence et donc de suivre l'évolution d'un secteur et donc d'être pertinent pour conseiller effectivement ceux qui sont un peu profanes de ce secteur. Quoi.
Et enfin, bien sûr, le dernier sujet, c'est sur l'IA. On en parlait, on parle des métiers menacés par l'IA aujourd'hui. On voit émerger le métier de référent IA dans les organisations, c'est-à-dire les profils qui vont à la fois encadrer les usages, accompagner les usages, les structurer aussi parfois. Et pour nous, c'est une vraie opportunité qui se développe au sein du secteur privé, hein. Et on le voit, et du secteur associatif aussi, hein, dans le médico-social. On voit beaucoup de structures médico-sociales qui forment sur ces postes-là aujourd'hui. Et donc, notre but, c'est aussi que l'IA ait une bonne place dans le titre médiateur numérique, à la fois pour faire de l'ingénierie pédagogique et pour en avoir une culture approfondie, du recul, des usages diversifiés, etc., etc., façon de façon à ce que le médiateur numérique soit capable évidemment d'accompagner sur l'usage de l'IA, mais même d'accompagner dans une organisation professionnelle des usages professionnels demain et après-demain. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre vision du titre, hein, le décloisonner d'une approche purement sociale pour aller sur une approche andragogique notamment, via des compétences transversales et des capacités transversales, hein, Jean-Philippe le disait, posture, ingénierie d'accompagnement, animation, connaissance des publics et du numérique, veille, tout ça, ce sont des choses essentielles qui sont vues dans ce titre-là, ce titre professionnel. On vous parle aussi, donc ces 87 heures, on va vous reparler de la durée un petit peu plus tard qu'on a choisi pour le titre professionnel. Mais avant ça, on vous parle pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas ou qui n'ont pas la disponibilité pour se lancer sur un titre RNCP, qui est le titre médiateur numérique. On a la chance de pouvoir, depuis 2-3 ans, de pouvoir aussi préparer sur un titre au répertoire spécifique, donc des capacités transversales, qui est un titre plus court, qui s'appelle Accompagner les publics en difficulté avec le numérique ou en situation d'électronisme, qui vient d'être renouvelé chez France Compétences, qui dure 28 heures, avec 2 jours en distanciel, 2 jours en présentiel dans la nouvelle mouture, et qui là vient travailler essentiellement la posture, la culture numérique, un peu d'administration et de démarche en ligne quand même, pour notamment sur la partie mise à jour et adaptation de la posture à ce type de démarche, et connaissance des publics, bien sûr. C'est une structure partenaire qui s'appelle Expertise, qui est certificatrice. Et donc, j'ai été moi-même formé sur ce titre-là, donc je peux en témoigner pour ceux que ça intéresse le cas échéant. Mais c'est vraiment une certification qui est intéressante parce qu'elle a l'avantage d'être courte et elle vient se surajouter à des compétences métiers qu'on peut avoir déjà par ailleurs, ou en tout cas, elle vient les sanctionner dans une logique plus courte que celle, évidemment, du titre ANCP. Donc, on vous en dit un mot et on vous mettra quelques éléments aussi pour que vous puissiez consulter le nouveau titre qui vient de sortir. Encore une fois, c'est tout récent, ça a quelques jours, la validation par France Compétences de la nouvelle mouture de cette certification. CCP1, CCP2. Tu veux redire peut-être un mot, Jean-Philippe, de la distinction entre les 2 blocs de compétences, un petit peu du nouveau titre ANCP? Tu l'as un peu ébauché tout à l'heure. Déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'on peut passer, comme pour tout titre professionnel, l'un ou l'autre. On n'est pas obligé de passer le titre dans son ensemble, hein. C'est important aussi, on verra, pour les modalités et les exigences qui font qu'on peut passer l'examen du coup après. Le CCP1, c'est un certificat de compétences professionnelles, hein, c'est l'un des 2 blocs du coup de ce titre qui vise donc l'accompagnement des publics vers un usage autonome des outils numériques. C'est-à-dire que là, on va vraiment, et des services en ligne. Donc là, on va voir vraiment toute la partie préparation de support, accompagnement des publics, se décentrer, être dans l'écoute active, vraiment la logique du faire, la logique de la pédagogie / andragogie, comme disait Corentin, pédagogie pour adultes, toute la logique justement de mettre l'usager en capacité, en levant ses freins psychosociaux, en le rassurant, en mettant en place des supports adaptés, en concevant des méthodes d'animation aussi, parce qu'il y a aussi une dimension planification et une dimension organisation d'ateliers, etc., etc. Donc, ce CCP porte spécifiquement sur la partie médiation numérique au sens, j'ai envie de dire, traditionnel du terme, c'est-à-dire vraiment, on accompagne les gens vers l'autonomie et on met en place pour cela tout ce qu'il faut en termes de posture, en termes de méthode et en termes de planification et de gestion de projet pour aboutir à une médiation numérique dans un cadre collectif notamment pour former la population aux réalités actuelles du numérique, en particulier de l'IA, mais il n'y a pas que de l'IA, bien sûr, c'est un exemple d'actualité. Le deuxième CCP,
c'est donc accompagner les publics les plus éloignés du numérique dans un réseau territorial. Donc là, c'est un titre, c'est un bloc qui porte plus spécifiquement sur la capacité à faire réseau. Donc l'idée, c'est là, d'abord, aller vers les publics en difficulté, parce que une grande partie en fait, des publics ne viennent pas dans les espaces de médiation numérique. Ça, c'est un constat qui est ancien, mais qu'on n'a jamais su vraiment traiter aujourd'hui. Les publics ne viennent pas, donc, parce que c'est des zones rurales, parce que même si ce n'est pas des zones rurales, leur difficulté à se déplacer, elle existe, parce que bon, il y a plein de raisons qui font que les publics, ils n'osent pas aussi, tout simplement. Ou quand ils osent, c'est qu'ils sont en urgence. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pour se autonomiser qu'ils viennent, mais c'est pour qu'on fasse à leur place. Donc, c'est encore une autre approche. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ces publics, d'abord par une démarche, évidemment, et aussi par la constitution au niveau de chaque territoire d'un réseau qui permet, du coup, quand l'usager a besoin d'un service public, de le faire rentrer dans un continuum qui permet ensuite de travailler toute sa partie compétences numériques, sa partie littératie numérique, c'est-à-dire toute cette culture en fait qui va autour du numérique, et aussi cette confiance qui va avec. Donc ça, ce bloc permet vraiment de travailler sur le réseau local, la démarche administrative évidemment, parce que ça en fait partie quand même. On le sait, quand les situations d'urgence, il faut les traiter. La partie du coup, évidemment, aller vers, très important, donc ça fait partie de ce titre. C'est par exemple ce que les conseillers numériques, qui est un dispositif de l'État, comme chacun et chacune le sait peut-être déjà, qui a souvent formé les personnes au CCP1, parce que ça faisait partie du contrat aidé qui était subventionné par l'État. Souvent, ce qui manque aujourd'hui aux conseillers numériques encore en activité, c'est le CCP2. Et c'est l'occasion pour eux, avec le soutien de leur employeur par exemple, de passer le CCP2 pour se mettre cette branche supplémentaire, cette flèche supplémentaire à leur arc, du coup, pour pouvoir avoir un titre complet, sachant qu'après, évidemment, une fois qu'on a les deux blocs, par effet de capitalisation, on peut passer le titre dans son ensemble. Ce qui est fondamental, puisque en fait, c'est ce qu'évoquait Jean-Philippe, c'est-à-dire que vous voyez bien, sur l'ancien titre, on était sur une logique sédentaire de gestion de lieu. Là, vous voyez, quand on parle de hors les murs, de aller vers, etc., c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où maintenant on permet et on ouvre, on encourage effectivement la médiation numérique, les formateurs qui vont être formés à aller au-devant de leur public, à se déplacer dans les territoires, à aller là où la demande est structurée, à aller là où effectivement les publics sont rassemblés aussi de façon collective. Et donc ça, c'est des vraies innovations par rapport à ce qui était apporté précédemment. Et ça offre vraiment beaucoup plus de mobilité professionnelle aussi. Donc c'est pour ça qu'on est quand même assez content de vous présenter ces évolutions-là, parce qu'elles sont somme toute assez structurantes. Alors, le titre en lui-même, tel que proposé par IPRA, on a donc 87 heures de formation en tant que telle. Donc là, la première session qui est ouverte, on va vous en redire un mot, elle est ouverte du 14 septembre au 28 décembre 2026, avec 2 jours présentiels à Montpellier en ouverture et en fermeture. Et puis le reste se déroule de façon distancielle. Et la part belle est faite évidemment au stage de terrain, parce que qui est indispensable pour la certification, hein. Donc il y a 350 heures de stage obligatoires dans une structure de médiation numérique. On nous a posé la question avant le webinaire de savoir si IPRA pouvait aider à la recherche de ce stage. La réponse est oui, parce qu'on a un bon réseau maintenant dans la médiation numérique au niveau national. Donc, on est tout à fait en mesure de détecter auprès de l'ensemble de nos écosystèmes, voir s'il y a des besoins des écosystèmes, et surtout voir si certaines structures sont prêtes à accueillir ou non. Donc ça, on peut vous donner un coup de main sans garantie de succès, mais en tout cas, on est toujours engagé auprès de nos stagiaires à les aider sur ce volet-là. Et donc, toujours est-il que la formule est donc de 4 jours terrain, 1 jour de cours. Voilà, c'est une vraie. Voilà. Là aussi, on est très content parce que ça fait des années qu'on défend une alternance dite intégrative, c'est-à-dire un mot très savant pour dire qu'en fait, on fait majoritairement du terrain et puis on vient une journée en cours par semaine pour prendre du recul, structurer, approfondir sa pratique, prendre du recul. Pour nous, c'est complètement adapté à la réalité de ce qu'on doit, de la montée en charge et de la montée en puissance progressive sur ce titre-là. Donc, on est ravis aussi de pouvoir enfin pouvoir proposer ces modalités-là. Et donc, ça donne une semaine type, voilà, chez IPRA, vous êtes de lundi au jeudi sur le terrain et vendredi en cours, par exemple.
Et on va y revenir sur la méthodologie, je pense, sur la pédagogie active. C'est-à-dire que globalement, vous ne viendrez jamais en cours chez IPRA pour vous poser derrière sur votre fauteuil et puis globalement écouter un formateur dérouler des diapositives de façon verticale descendante. Ça n'arrivera jamais. Donc, ne vous attendez surtout pas à ça. C'est fondamentalement ce qui nous différencie et on y reviendra après. C'est-à-dire que tout ce qui est vu et ancré chez nous en termes de connaissances est vécu par la personne, c'est-à-dire mis en pratique, ancré cognitivement par des exercices et des activités en permanence. Et donc, il n'y a pas de place pour s'endormir sur son fauteuil, mais surtout, il n'y a pas de place pour les pédagogies verticales, en fait. Parce que tout simplement, les sciences cognitives montrent que vous retenez 10% d'un contenu vertical descendant et 50% d'un contenu que vous avez entendu, réécouté, reformulé, mis en pratique sous des angles parfois différents, à la fois en observant parfois, puis en étant acteur vous-même. Donc, c'est cette pédagogie-là active qui nous vient de l'éducation populaire. Hein. Ce n'est pas un très grand scoop, mais voilà, on l'applique de façon très, très concrète à la formation professionnelle et aux 87 heures qui sont dispensées sur cette session. On voulait vous passer un tout petit sondage ici parce que globalement, on a la possibilité de proposer des sessions dans 5 villes désormais et aussi à divers moments de 2026 et de 2027. Donc là, je vous ai passé le sondage sur la formation titre complet, ce n'est pas plus mal, parce qu'au moins comme ça, vous avez répondu. Et je vous passe le sondage aussi sur aussi les dates potentielles sur un passage de session. Parce que, en fait, vos retours vont nous permettre de savoir fondamentalement sur quel créneau est-ce qu'on peut ouvrir des sessions en priorité. Donc, en fait, on a une session, donc la session de Montpellier, là, que vous pouvez rejoindre quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en France, parce qu'encore une fois, il n'y a que 2 jours en présentiel, se déroule entre le 14 septembre et le 28 décembre 2026, rentrée d'automne, si vous préférez. Tandis qu'on a la possibilité aussi d'ouvrir une session sur le premier trimestre 2027, sur le deuxième trimestre 2027. Et donc, effectivement, vos retours vont nous permettre d'adapter un dispositif en conséquence. Et donc, merci pour vos retours en ce sens. Et puis, tant qu'on y est, je vais passer le dernier sondage, même s'il était prévu un petit peu plus tard, puisqu'on est lancé dedans. On a à la fois, nous, des locaux de formation qui sont à Saint-Denis, 93 au Andila, des très, très belles salles de formation avec de très belles capacités d'accueil, mais on a aussi la possibilité d'organiser une session à Marseille, à Lyon, à Toulouse, outre celle de Montpellier. Et donc, on vous passe un petit sondage un petit peu pour savoir si vous avez des attendus sur d'autres zones géographiques, auquel cas, évidemment, on fera tout le possible pour organiser des sessions dans ces 5 villes de façon, voilà, enfin, pas nécessairement simultanée, mais en tout cas de façon consécutive à chaque fois. Écoutez, merci beaucoup pour votre activisme sur les sondages. On a au moins épuisé les trois sondages sur lesquels on voulait vous questionner. Et donc, on peut un petit peu ouvrir plus directement un détail un petit peu sur la formule mixte. Jean-Philippe, peut-être tu veux un peu approfondir ce point-là, sur l'articulation entre présentiel et puis les sessions distancielles dans le programme. Ouais, c'est important que vous puissiez vous projeter un petit peu sur comment les choses vont concrètement se passer. Parce que formation mixte, formation hybride, alors souvent on nous dit, mais alors c'est quoi? C'est du e-learning, c'est avec un formateur, bref, comment tout ça va vraiment se passer en fait? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un aller-retour permanent, et c'est là où c'est extrêmement important et extrêmement intéressant, entre votre terrain de stage et le jour que vous passerez en formation. Typiquement, si je dois vous raconter une journée type, évidemment avec des variantes, parce qu'il y aura des variantes en fonction de paramètres liés à la composition du groupe, il y aura des variantes liées aussi au fait qu'on va vous aider à préparer aussi les éléments nécessaires au passage de votre examen dans de bonnes conditions, puisqu'il y a un dossier écrit notamment à rendre, etc. Bon, ça, c'est les parties, on va dire, qui vont varier au fil des semaines. Mais la journée type, de toute façon, c'est quoi? C'est déjà,
on va commencer la journée par une session de prise de recul sur sa pratique de la semaine. Notamment parce qu'avant de partir en stage, on aura ensemble convenu d'un thème particulier, d'un point, d'une posture, d'une observation qu'on va essayer de mettre en place, qu'on va essayer de faire au sein de sa structure dans le cadre du coup du développement d'une compétence en particulier. Donc, le premier moment de la journée, c'est déjà, on va revenir sur cet élément qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a vécu sur le terrain, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, au regard de la thématique qu'on se sera proposé collectivement d'aborder. Je prends un exemple très simple, ça peut être le décentrement. C'est quoi le décentrement? Bah oui, c'est se mettre à la place de l'autre, enlever ses biais, ne pas confondre l'empathie, on va dire, compassionnelle avec l'empathie cognitive, etc., etc. Bon, très bien, tout ça c'est théorique, c'est d'accord. Comment ça se passe sur le terrain? Bah, essayons, mettons-le en place avec des usagers dans le cadre du stage. Et le vendredi d'après, bah, on regarde en première partie bah, ce que ça a donné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a généré ou pas d'ailleurs, etc., etc. Ensuite, il y a toute une partie qui va être évidemment un peu plus acquisition de connaissances. Donc là, c'est la pédagogie active. C'est ce que décrivait Corentin. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de cours à écouter pendant 1 h 30. C'est toujours la même démarche. En fait, on va vous poser des challenges. Ça peut être des cas pratiques, ça peut être des mises en situation, ça peut être des études de cas, de vidéos, de documents, ça peut être des quiz, ça peut être des choses assez ludiques en général. Et à partir de là, vous allez réfléchir, vous allez vous mettre en mouvement. Cette réflexion, que vous allez pouvoir faire d'ailleurs seul ou en groupe, elle va aboutir forcément à des connaissances. Et ces connaissances, elles seront évidemment ensuite dans un petit encart montré pour que, encart d'ailleurs, que ces connaissances seront montrées pour que vous ayez évidemment ce qu'il faut retenir de chaque séquence et de chaque moment. Mais c'est vous qui allez faire la démarche en fonction de votre cheminement cognitif et c'est vous qui allez déduire les éléments à partir de situations concrètes et à partir d'études concrètes. Et à la sortie, bien sûr, vous avez ce qu'on appellera les apports de cours qui vous seront faits, mais tout ça dans une logique très alternance. C'est-à-dire que vraiment, ça va être je fais mon activité pendant 5 minutes, j'ai les éléments qui en sont le fruit pendant 2 minutes, et ça repart, etc., etc. Donc vous êtes toujours mis en posture active. C'est important parce qu'il faut que vous soyez stimulé. Il y a une assistance pédagogique, évidemment, en permanence à la demande dans ces moments-là, avec un retour d'ailleurs du formateur qui va régulièrement regarder ce que vous faites, les évaluations. On va faire un débrief de tout ça en groupe à des moments choisis de la journée. Donc, encore une fois, vous n'êtes jamais vraiment seul, puisqu'il y a toujours un formateur qui est à côté et le groupe qui est auprès de vous. Et surtout, mais par contre, ce n'est pas le formateur qui parle, c'est vous qui faites les choses. Et le formateur intervient quand il s'agit d'apporter la consolidation, la réassurance ou le petit point qui vous manque. Donc, il est toujours à votre disposition, mais il n'est pas au premier plan. C'est vous qui êtes au premier plan. Et puis, évidemment, à la fin de la journée, on débriefe de tout ça. On aura déjà débriefé les séquences, on aura débriefé les notions, on aura posé des questions, échangé, débattu. Il y aura eu 2 ateliers aussi de mise en situation concrète dans le groupe, dans le groupe de médiation numérique. Et à la fin, on définit le sujet de la semaine d'après. Qu'est-ce qu'on va étudier en particulier? Et on part en structure avec son petit sujet pour être capable ensuite de faire vivre, comme d'habitude, l'écho entre, du coup, la structure, le stage et la semaine de cours, la journée de cours. Alors, donc, il y a pas mal de questions, Jean-Philippe, déjà qui sont oui. posées. Il faut évidemment qu'on garde un temps important, je pense, pour y répondre. Peut-être présenter assez rapidement la possibilité, enfin la durée selon le passage du juste CCP2 versus CCP1 versus titre complet, peut-être. Et puis après, on passe aux questions. Oui, donc le CCP2, c'est le stage qui change essentiellement, enfin il change beaucoup puisque le CCC2 c'est 245 heures de stage alors que le CCP1 c'est 210 heures de stage. Donc à l'échelle des semaines, ça fait à peu près, on est à peu près à 3 mois, 3 mois, un peu plus de 3 mois pour le titre complet et pour les autres, on est autour de 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Donc nous, on s'est aligné là-dessus très concrètement. Donc ça veut dire qu'il y a 87 heures pour le titre complet. Et pour les 2 blocs de compétences, on sera autour de 54-55 heures à peu près. C'est ça qui va prévaloir, avec une formation donc plus courte, évidemment, même si elle s'étale sur la même durée, mais elle sera évidemment avec moins d'heures de cours en fonction du CCP que chacune et chacun aura pu choisir. Donc ça, c'est parfait sur le différentiel d'horaire entre CCP1 et CCP2.
Sur ce qui rend la formation IPRA un peu différente de ce que vous pouvez trouver ailleurs, on l'a largement évoqué. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'évoquer plus d'éléments là-dessus. Ajoutez juste peut-être que Jean-Philippe est référent handicap sur la formation et que donc, quand on parle d'accessibilité, pour nous, c'est pas un concept théorique, c'est un concept réel, vécu et compris, si je puis dire. Donc, que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, se sentent pleinement là-dessus prises en compte, à la fois sur les supports de formation, sur les méthodes pédagogiques, sur les outils numériques utilisés, parce que c'est une préoccupation de tous les instants pour nous. Donc, c'est important de le préciser aussi. Et enfin, sur le financement de la formation, vous en dites un mot avant de répondre aux nombreuses questions qui ont été adressées. Vous avez 4 modalités de formation. Vous avez une modalité personnelle, individuelle, via le compte personnel de formation. Donc là, vous avez des droits acquis à utiliser. La formation est référencée donc, dans 5 villes sur le compte personnel de formation, dont Montpellier, évidemment, sur la session qui est déjà programmée à la rentrée. Et donc ça, c'est un fait. Nous, on vous encourage évidemment à, si vous le pouvez, évidemment, à utiliser, si c'est votre choix et votre désir, cette enveloppe CPF avant septembre de la rentrée, puisqu'il y a une réforme en cours sur le CPF qui est assez contestée, mais qui en fait rend le recours et l'accès au CPF plus difficile et plus long. Donc, globalement, les organismes de formation aussi encouragent à utiliser pour ceux et celles qui le peuvent leur CPF et à au moins déclencher leur inscription avant, on va dire, le 14 septembre, parce que c'est à peu près la date qui a été fixée pour les nouvelles modalités d'utilisation du CPF. Donc, c'est important de le préciser ici. Si vous êtes en poste, évidemment, votre employeur dispose à la fois du plan de développement des compétences et de la possibilité de faire financer par son OPCO la formation en tant que telle. Donc ça, pour le coup, la subrogation est possible auprès d'IPRA, c'est-à-dire qu'on remplit quasiment le dossier pour l'employeur. Mais je précise ici aussi, la subrogation devrait ne plus être possible à compter de septembre-octobre. Ce n'est pas encore officiel et définitif, mais c'est évidemment ce qui se trame. Donc là-dessus, si vous pouvez déposer un dossier OPCO, évidemment, avant la mi-septembre aussi, ça facilitera la vie de votre employeur. Enfin, ça, c'est un point de détail, parce que globalement, on peut l'accompagner sans avoir l'accès directement à son compte OPCO. On peut accompagner de toute façon l'employeur sur la partie financement sans difficulté. Et enfin, il y a d'autres modalités de financement moins connues que sont le FSE+, et les aides régionales. FSE+, en particulier parce qu'il y a des fonds spécifiques transition numérique et dans le métier médiateur numérique, vous êtes en plein dedans. On est en plein dans la transition numérique. Et donc ça, les employeurs ne le savent pas la plupart du temps. Donc, il ne faut pas hésiter à nous mettre en rapport avec votre conseiller formation, comme on a déjà commencé à faire pour certains et certaines d'entre vous. Et auquel cas, effectivement, on pourra les renseigner sur ces différentes enveloppes qui existent et qui sont distribuées aux différentes branches professionnelles. C'est de l'argent européen, du coup, qui redescend au niveau des branches. Et enfin, dernière modalité, avance de frais sur dossier. On est en train d'expérimenter avec une structure qui s'appelle Humanity la possibilité de proposer une avance de frais sur dossier, parce que la formation est à 1 900 €, donc elle est pas d'un montant non plus extrêmement important. On a voulu la rendre la plus accessible possible. Et donc, néanmoins, ça représente quand même une somme, évidemment, non négligeable, surtout quand on doit faire l'avance de frais par soi-même. Et donc, de plus en plus se développent des modalités d'avance de frais sur dossier. Et donc là, on a un partenaire qui s'appelle Humanity, qui peut prendre votre dossier et vous proposer éventuellement une avance de fonds, moyennant effectivement, je crois, des frais de commissionnement. C'est pas systématique, mais en tout cas, on explore aussi cette possibilité en ce moment parce que voilà, le contexte, le financement de la formation professionnelle se durcit un peu en France. Et donc, il faut être imaginatif et parfois un peu audacieux sur la manière de financer tout ça. Donc, on voulait évidemment vous en parler aussi. Pour la promo 2026 pour Montpellier, on vous en dit un mot et on passe aux questions. Le stage, on vous en a parlé, on peut vous accompagner si c'est le cas. Si c'est sur le CPF, les liens sont sur le site internet en tant que tel. Et là, normalement, je dois pouvoir vous transmettre le lien qui devrait apparaître normalement sur la scène directement. Là, vous avez sur la page médiateur numérique
du site IPRA, vous avez les différents liens directs vers les comptes CPF pour le cas échéant faire la demande. Et puis après, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, c'est les obligations Calliope. On vous positionne de toute façon au départ pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et il y a une question là-dessus, on va y répondre. Et finalisation du dossier, convention de stage, etc. C'est des étapes classiques qui sont ici rappelées. Sans plus attendre, du coup, les questions, on va les prendre une par une. On va commencer peut-être par la question de Delphine, qui devrait apparaître normalement à l'écran. Votre support nomme Montpellier, le sondage ne nomme pas cette ville. Qu'en est-il? Alors, en effet, le sondage visait à voir s'il y avait des besoins sur d'autres villes que sur Montpellier. Et donc, la session de Montpellier se tient bien. La session qui est programmée du 14 septembre au 28 décembre, on n'a pas prévu pour l'instant d'autres sessions à Montpellier parce qu'on est concentré sur l'organisation de celle-ci. Maintenant, si vous souhaitez une session sur Montpellier sur un autre trimestre que celui-là, vous pouvez évidemment nous le mentionner, puis on essaiera de constituer une cohorte sur un autre trimestre, le cas échéant. Voilà. Dites-moi, Delphine, si ça a bien répondu à votre question. Et évidemment, on complétera si ce n'est pas le cas. Question peut-être pour toi, Jean-Philippe, de Claire. Les stagiaires commencent par de la pratique sans avoir de base avant. Oui, mais c'est fait pour, en fait. Parce que, en fait, si on vous donne des bases tôt, vous allez assez vite vous retrouver à pas voir vraiment à quoi elles vous servent, en fait. Parce qu'en fait, c'est le terrain qui va vous faire engendrer des questions. Et il y aura probablement une semaine d'observation au tout début, évidemment, dans la structure où vous allez être en stage. Et la structure, on est consciente. Encore une fois, c'est un stage, il y a une convention, donc elle sait bien de quoi il en retourne. Donc déjà, il va falloir que vous preniez vos marques. En plus, on sait très bien que quand on arrive dans une structure, on n'accompagne pas des usagers le jour même. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. On arrive, on s'installe, on connaît l'équipe. Enfin bon, bref, voilà, je vous passe, vous savez comment ça se passe une prise de poste, quel que soit le statut. Donc, la première semaine, c'est vraiment, on démarre, on observe un peu des choses, comment elles se passent, on observe la structure, comment elle se passe. Et ensuite, dès la première semaine, vous commencez à avoir des éléments qui vous sont apportés. Mais en tout état de cause, ce qui est important de se rappeler, c'est ça, c'est que c'est en vivant les choses, en rencontrant les difficultés, en parlant avec des collègues qui vont vous éveiller vos questions, que vous allez être beaucoup plus réceptif et réceptive, en l'occurrence, aux apports qui vous seront ensuite faits. En fait. Et c'est là où ça devient un chemin, et c'est là où on ne va pas vous dire prenez tout ça parce que ça vous sera utile. Non, c'est vous allez constater que c'est utile. Et parce que vous l'aurez constaté, là, on va vous le présenter et vous allez découvrir ce qui va avec et ce qui vous permettra d'être plus efficace. Et ce qui va peut-être avec la question, Jean-Philippe, c'est du coup, qu'est-ce qui est mesuré dans le test de positionnement au départ? Parce qu'il n'y a pas de prérequis pour la formation, c'est ça? Mais qu'est-ce qui est mesuré du coup dans le test de positionnement au départ? Alors, on mesure quand même qu'il y a un minimum d'usage numérique quand même qui est maîtrisé. Ça, c'est quand même important. On maîtrise au moins ça. Et ensuite, on maîtrise aussi le degré d'expérience des personnes avec des publics en difficulté. Est-ce que c'est dans un cadre intrafamilial? Est-ce que c'est dans un cadre qui est plus professionnel? On mesure un petit peu ça. Et on mesure aussi déjà, est-ce que, parce que certains s'y sont intéressés pour X raisons, est-ce qu'ils connaissent quelques notions? Je pense l'écoute active, le décentrement. Encore une fois, c'est du positionnement. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse spécialement. C'est juste pour savoir où vous en êtes et sur quelle base on part. Super. On va prendre une autre question, peut-être aussi pour toi, Jean-Philippe. Un conseiller numérique ou une conseillère numérique qui nous dit « Je suis en poste à temps complet, je peux justifier l'absence de stage via la pratique que je réalise dans ma structure. Je veux uniquement le CCP2. » En gros, comment ça se passe quand on est déjà en stage dans sa structure? Est-ce que la structure, le fait d'être en stage dans sa structure peut dispenser du stage? Le fait d'être employé dans une structure, non, parce que les auteurs du titre ont considéré que justement, il fallait qu'on ait un stage qui recouvre son poste, de manière justement à pouvoir pratiquer d'autres choses et pas l'exercice à proprement parler de son métier normal. Parce que sinon, entre guillemets, c'est facile. C'est-à-dire qu'on embauche des gens qui sont déjà en poste et qui exercent un métier. Et puis voilà, sauf que non. En fait, le stage est censé apprendre des choses différentes de son métier de départ,
et de ce qu'on fait Et même quotidiennement. si c'est un poste de conseil numérique dans une structure où clairement c'est de la médiation numérique? Oui, parce que le CCP2, ça apporte d'autres choses que normalement, que souvent on ne fait pas quand on est directement sur le poste. Donc, du coup, il faut un stage qui va être dans la même structure, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tous les conseillers numériques vont avoir cette situation, puisque même aujourd'hui, les conseillers numériques, ils ont une convention de stage avec la structure par-dessus leur CDI ou leur CDD qui leur permet de passer le Ah, CCP1. c'est par-dessus carrément un CDI. Oui, Donc c'est possible d'avoir du coup son contrat actuel plus un stage. absolument, D'accord. dans Ah, la même structure. c'est important quand même à savoir. C'est important à savoir. Oui, oui, tout à fait. OK, ça c'était donc cette réponse-là. On a une question de Asia qui nous dit: «Comment est-ce qu'on justifie les heures de pratique professionnelle?» Bah, essentiellement par la convention de stage. Et après, on peut aussi le justifier si on a déjà une expérience qui couvre les compétences du titre, si on est capable de le justifier à partir d'un contrat, à partir d'une attestation, de choses comme ça peut fonctionner. Mais malgré tout, voilà, le cadre normal que nous, on vous propose de mettre en place, c'est le stage, parce que ça, c'est sûr. Il y a des nombres d'heures, c'est assez facile à compter. Et il n'y a pas de débat au niveau du jury quand vous passerez l'examen. Merci Jean-Philippe. On a Claire qui nous dit, du coup, je pense pour qui c'est pas très clair, elle nous dit: «Est-ce qu'il faut déjà avoir de l'expérience alors pour s'inscrire sur le titre ANCP?» C'est-à-dire si on n'a pas d'expérience, en gros, on n'est pas éligible, quoi. En gros, Si, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience, mais encore une fois, on vous le demande au moment du test de positionnement parce que ça ne va pas être la même chose et le même enseignement non plus si vous avez déjà vécu avec des situations de médiation numérique ou si vous n'en avez jamais vécu. Donc, ce n'est pas un prérequis, mais on le demande dans le test de positionnement pour savoir où vous en êtes. OK. On a Emmanuel, du coup, là, dans le chat, pas dans les questions, mais dans le chat, qui venait plutôt à la base pour la certification solidaire avec le numérique, donc accompagner les publics en situation d'électronisme, de 5 jours, qui va être ramené à 4 jours dans la nouvelle mouture. Et elle nous demande s'il y aura une autre session de présentation à ce sujet spécifiquement. Oui, on en refera une à partir de septembre. Là, pour l'instant, on a mixé les deux. C'est pour ça que j'avais proposé à Emmanuel de participer quand même. Parce que malgré tout, la session solidarité numérique, en fait, elle est assez proche du médiation numérique, mais dans une version beaucoup plus courte, évidemment, beaucoup plus ramassée. Et on représentera les choses, effectivement, dans une prochaine session en septembre, avec un point spécifique sur ce certificat. Autre question, du coup, de Claire. Pour les connus en poste depuis plusieurs années, est-ce qu'une VAE est envisageable? Alors oui, mais nous, on ne le fait pas. Pour le coup, ça, c'est une compétence qu'on n'a pas. On n'est pas certifié Calliope pour ça. Donc ça, il faudra voir avec un autre organisme de formation. OK. On a Asia également qui demande: «Bonjour, je souhaiterais savoir ce qu'il faut préparer pour la soutenance et pour le déroulement de la soutenance.» Alors, c'est un peu détaillé, donc je ne vais pas aller dans le détail, ce serait trop long. Mais en tout cas, il faut un dossier professionnel dans lequel vous allez raconter un petit peu justement ce que vous avez vécu dans votre structure et les points importants que vous avez appris au regard des compétences du titre. Et ensuite, il y a un ensemble de 5 fiches actions. Donc en clair, c'est des espèces de mise en situation de médiation numérique autour de supports de votre choix. Ça peut être un ordinateur, une tablette, un robot, parce que selon ce que vous avez dans votre structure de stage. Et c'est l'une de ces fiches que le jury choisira pour mettre en place la mise en situation qui dure une trentaine de minutes d'une situation de médiation numérique. La différence avec avant, c'est que la fiche ne porte pas sur un support imposé. C'est vous qui le choisissez. Si vous voulez en mettre 2 sur l'ordi et 2 sur la tablette, vous pouvez. Le tout, c'est que c'est vous qui les rédigez et c'est ce qui fait partie du dossier. Voilà, je vous le fais en très grande ligne. Après, on vous en reparlera bien sûr en formation. Et sinon, vous avez le référentiel d'évaluation d'activité, du REAC, du titre qui vous donne le détail du détail de ce qu'il y a dans le dossier. Il y a aussi évidemment votre expérience qui va être prise en compte, s'il y en a. Et puis, ça ne va pas, ce n'est pas grave. Encore une fois, ce sera le stage qui fera office de ça. Donc, il y a un dossier professionnel, un dossier, on va dire, une sorte de rapport de stage et un dossier de fiche action pour préparer les mises en situation. En très grande ligne, en tout cas. Merci Jean-Philippe. Du coup, pour bien reformuler sur la question des prérequis, donc il n'y a pas de prérequis.
mais le test de positionnement au départ permet de savoir si effectivement il y a des consolidations, voire des approches un peu individualisées qui doivent être mises en place pour consolider la culture numérique ou certains éléments de cet ordre-là, si je comprends bien, pour certains stagiaires en particulier, quoi. Oui. Très bien. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions dans le temps qui était à peu près imparti, donc c'est merveilleux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On en a encore une du coup, que je vais passer tout de suite. Si la structure veut accueillir des stagiaires, donc c'est un conseiller ou une conseillère numérique, veut accueillir des stagiaires, est-ce qu'ils sont rémunérés? On accueille régulièrement ceux du CCP1, nous dit cette personne. Non, les stagiaires ne sont pas rémunérés. On est dans un cadre de stage de formation professionnelle, de stage de mise en situation professionnelle. Donc, mais il n'y a pas de rémunération. Est-ce qu'il y a une En fait, gratification ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y a une gratification comme sur n'importe quel stage? C'est pas obligatoire. En fait, la gratification, elle concerne surtout les stages qu'on fait quand on suit ces formations initiales ou quand on suit des formations, on va dire, universitaires ou des formations étudiantes. Mais quand on est dans le cadre là de formation professionnelle pure, il n'y a pas de mécanisme de gratification. Ce n'est pas le cas prévu par la loi. La structure peut le faire, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord, ok. Ouais, c'est important à savoir aussi. Oui. Donc, c'est une négociation un peu de gré à gré, quoi, aussi là-dessus. C'est une négociation de gré à gré, oui, tout à fait. D'accord. Ça, c'est tout bon pour cette réponse. Asia, je crois que vous avez posé plusieurs fois la même question. Je crois qu'on y a répondu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler. Et je crois qu'on touche à peu près, qu'on a fait un petit peu le tour de la question directement. Comme dit Jean-Philippe, on organisera un autre webinaire sur le certificat solidarité numérique, parce qu'on est en train de signer sur la nouvelle mouture directement et d'adapter aussi la formation à cette nouvelle mouture. Donc, du coup, ce sera plus mûr à la rentrée sur ce point en particulier, raison pour laquelle on n'a pas développer plus en profondeur spécifiquement sur ce certificat. Je crois qu'on est… Voilà, merci Delphine qui nous remercie pour la présentation et pour l'action, l'approche pédagogique. Merci à vous Delphine, merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous. On a essayé de tenir le timing pour évidemment respecter les contraintes de chacun et de chacune. Vous avez nos coordonnées à Jean-Philippe et à moi sur cette diapo, ainsi que nos numéros de téléphone le cas échéant. Vous avez, et je le remets une dernière fois si c'est nécessaire, vous avez le lien du coup de la page médiateur numérique si vous avez besoin en sus sur le site internet. Évidemment, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone ou sur le formulaire de contact que certains d'entre vous utilisent sur le site internet, etc. N'hésitez pas. On est à votre disposition, y compris jusqu'au 8-10 août. Après, ce sera un peu plus calme pour nous du 10 jusqu'au 24, très probablement, parce que l'équipe fait aussi un petit break estival. Et donc, jusqu'au 10 août, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, évidemment, à partir de la rentrée, à partir du 24 août, on reste évidemment à votre disposition. Merci à toutes et tous, du coup, et on vous dit à très bientôt, du coup, chez IPRA, pour cette aventure-là ou pour une autre. Bon été, à bientôt. À bientôt.